Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 2 juin et aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Pierre-Frédéric Nist, président de l'Union des classes moyennes, qui dénonce la fréquence excessive des grèves en Belgique, qu'il juge nuisible pour les indépendants et les PME et regrette les difficultés de dialoguer avec les différents acteurs actuels du dialogue social, mais reste favorable à la concertation malgré les contraintes budgétaires. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête en journaliste en dévoile les coulisses. Pierre-Frédéric Nist, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va partir d'un dossier qu'on a réalisé en partie ensemble dans le Trends Tendance de cette semaine, dont le titre est « La Belgique, terre de grève ». Et vous nous dites quand même que, c'est vrai que depuis mi-décembre, on a accumulé les grèves dans ce pays. Et vous nous dites que vous en avez un peu ras-le-bol, en fait. Racontez-nous. C'est un très beau titre, mais c'est le titre qu'on aurait tellement souhaité ne jamais voir apparaître. Est-ce que c'est un record dont on doit être fier ? Bien sûr que non. Vous savez, chez UCM, on est les porte-parole des indépendants et des dirigeants de PME en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, la tension monte un peu. On nous dit, depuis le début, on a des grèves qui sont des grèves préventives. Donc avant les discussions, il y a des grèves. Or, on a toujours considéré que la grève était le résultat d'un échec de discussion. Donc on a eu des grèves préventives, on a eu des grèves récurrentes, préventives et récurrentes. On a même eu, il y a quelques semaines, une grève émotionnelle comme ça. Ça met le feu aux poudres tout de suite. Et puis, on a ce programme de grève qui est annoncé avec des débordements. Et donc, les messages que nous recevons des indépendants et des dirigeants de PME dans les zonings, dans les commerces, dans les centres-villes, etc., c'est que ça ne va plus. Ça entrave l'activité, en fait. Alors, ça entrave l'activité et ça donne un très mauvais message, un très mauvais signal. Je crois qu'il faut vraiment reclasser tout ça. Reprenez, il y a quelques années, le départ de Caterpillar, pour ne pas la citer, c'est notamment lié à un climat social qui est très difficile. Et donc, on est à un moment où il faut relancer, bien sûr, la Wallonie, il faut relancer Bruxelles, il faut relancer la Belgique sur le plan économique. On y travaille, les gouvernements ont mis en chose, quand ils sont là, ont mis en place des choses, c'est important. On ne peut pas se permettre de freiner comme ça, c'est vraiment contre-productif. Et puis, il y a des dérives. Les dérives, c'est notamment le fait d'avoir des piquets bloquants. Souvenez-vous, il y a 2 ans, les camions qui sortaient de chez Deleuze pour aller dans les magasins intégrés ou même les franchisés étaient bloqués. Donc, ça ne va pas. Il y a ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, chez nous, on trouve que c'est un peu trop long par rapport à ça. Et ça veut dire que, éventuellement, sur la table, il y a la volonté de moderniser le droit de grève. On sait qu'il y avait eu notamment un arrêt de justice qui avait précisément condamné des dirigeants syndicaux pour le blocage d'un pont à Cherat, si je me souviens bien. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que ça donne du grain à moudre à l'idée qu'il faut revoir, moderniser le droit de grève ? Alors, moderniser, c'est pas un gros mot. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir adapter aux circonstances de l'époque la façon de faire grève qui est la suspension d'un contrat de travail pour manifester une opinion par rapport à l'employeur. Aujourd'hui, on est pour une modernisation, du reste dans l'accord Arizona. Je crois que c'est spécifié. Il faudra revoir le droit de grève, le moderniser. Donc nous sommes demandeurs et nos employeurs et nos indépendants nous demandent ce message-là. Dans quel sens ? Je pense qu'il faut respecter, parce que vous savez, la grève, c'est un droit, c'est vrai, mais il y a le droit à la liberté d'entreprendre, le droit au travail aussi, et c'est un équilibre qu'il faut maintenir, et donc probablement qu'on doit travailler à cette modernisation. Je le répète, ce n'est pas un gros mot. Il faut inscrire la grève aujourd'hui dans la réalité économique aussi. Et ça, c'est une demande que nous avons. Éviter les abus, éviter les piquets bloquants. Et puis avoir une responsabilité aussi quand il y a des abus. Mais c'est ça, c'est aussi une responsabilisation des syndicats. Ce qu'on dit la personnalité juridique, c'est ça. Donc c'est aussi de faire en sorte que les syndicats soient redevables de leur action. Bien évidemment, quand il y a
des dégradations, quand il y a des excès, et ça doit être difficile, je le reconnais, pour les syndicats, de toujours maîtriser la totalité des situations. Mais enfin, la jurisprudence est là aussi. Il y a une responsabilité au fait d'inciter et une responsabilité au fait de ne pas stopper quand on a un pouvoir de stopper ce genre de manifestations qui dérivent, bien sûr. Donc, ce sont des pistes, bien entendu, mais je vous dis, chez nous, les messages sont très clairs. On en a par-dessus la tête, bien évidemment, d'être bloqué surtout au tout début, parce que c'était contre un gouvernement qui venait d'être mis en place. Et ces grèves à répétition et préventives, c'était franchement d'un autre temps. Alors, est-ce que ça veut dire que la concertation est à l'arrêt ? On a l'impression que parfois, le gouvernement ou les gouvernements en place disent oui, il y a de la place pour la concertation, mais par rapport à des mesures qui ont été décidées et des caps qui ont été pris, qui sont des caps assez forts, on en parlera. Est-ce que ça veut dire que du coup, en fait, c'est impossible de parler là-dessus ? Alors, c'est jamais impossible de parler d'un sujet. Chez nous, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Cela étant, la concertation aujourd'hui, elle est rendue difficile, c'est vrai. Incontestablement, à tous les niveaux, que ce soit au groupe des 10, que ce soit au niveau régional aussi. Bruxelles, c'est compliqué, nous le savons. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, là, oui. Voilà, nous sommes demandeurs d'un maintien de cette concertation sociale. Alors, je vais utiliser une formule, je vais dire ce que nous ferons ensemble aujourd'hui, vu le contexte, ce que nous ferons ensemble avec les syndicats et les patrons, c'est bien ce que nous aurons comme résultat, même s'il est maigre, c'est un pas en avant dans la bonne direction, c'est très clair. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour la concertation sociale. La concertation sociale, elle est citée des dizaines de fois dans l'accord du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement nous attend aussi comme partenaire. Alors c'est vrai, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a un cap et que le cap, il s'inscrit et qu'il est peut-être plus difficile pour le syndicat, objectivement. Oui. Et il s'inscrit dans une balise budgétaire. Donc c'est vrai que le groupe des 10, notamment, n'a pas une latitude totale en matière de concertation. Mais il y a des choses à faire, bien évidemment. Il n'y a pas de marge salariale, notamment. C'est une partie de la concertation sociale. Bien sûr. Il y a tout le reste, bien entendu. Et je vous rappelle qu'on a quand même sorti un accord il n'y a pas longtemps sur la prolongation de conventions collectives. Et cet accord a été ratifié par le gouvernement. Donc nous gardons bien sûr espoir, mais nous traversons des moments où c'est un peu plus difficile, c'est vrai. On dit toujours « it takes two to tango », il faut être deux. Bien sûr, c'est la même chose pour la concertation sociale. C'est un peu difficile pour le moment, puisque la marge de manœuvre est réduite, on le sait, mais il y a des tas d'autres sujets sur lesquels on doit pouvoir rester en contact entre le banc syndical et le banc patronal. Alors, vous l'avez dit déjà un peu, les réformes mises en place au niveau fédéral, pour commencer, notamment la réforme des pensions, la réforme du travail, je pense que c'est un sujet qui vous est cher, sont des mesures qui vont dans le bon sens. Selon vous, c'était nécessaire de prendre le taureau par les cornes ? Alors, j'aime bien l'expression de prendre le taureau par les cornes, parce que ça veut dire qu'on retrousse ses manches et on prend une action, on prend une décision tout de suite, et après une action. Parce que c'est pas tout d'attraper le taureau, après il faut savoir ce qu'on va en faire. Et donc ça, c'est important. Oui, ça va dans la bonne direction. Si on prend le dossier des pensions, vous savez que nous venons de très très loin en ce qui concerne la pension des indépendants. Vous savez qu'on a été pour une revalorisation, on a été les parents pauvres en matière de pension trop longtemps. Vous savez qu'un indépendant qui ne travaille pas pendant 2 jours, il n'y a pas de période assimilée. Bien évidemment. Donc, on a peut-être un peu rééquilibré. Ça, je pense que c'est une bonne chose. À côté de ça, maintenant, il y a des statuts qui grincent un peu, que ce soit les cheminots, certains fonctionnaires, des magistrats même, parce qu'on touche un peu à leurs privilèges, entre guillemets. Oui, mais on touche... Je pense que... Vous savez, il n'y a pas 36 solutions en matière de pension. On a sans doute une responsabilité collective en Belgique, c'est qu'on a oublié de gérer le vieillissement de la population. Alors, vous pouvez augmenter les cotisations, vous pouvez diminuer les prestations, ou vous pouvez déplacer l'âge de la pension. Ça, c'est les 3 axes en tant que tels. C'est probablement un équilibre. Le gouvernement précédent a déplacé l'âge de la pension. Mais ici, on corrige un petit peu la façon de calculer la pension. On ne fait peut-être aussi que mettre plus de cohérence. Je rappelle les périodes assimilées. Nous n'avons pas, nous, indépendants, le calcul de notre pension en fonction de périodes assimilées.
C'est vraiment fondamental. Hein. 1 euro qui était consacré à la pension par un salarié, ça valait 1 euro. Un indépendant, ça valait 66 cents. Puis c'est passé à 69. Et maintenant, c'est la même chose. Sauf que l'effet, il sera complet après 45 ans. Donc vous voyez, on rééquilibre un petit peu. Alors, pour ceux chez qui on va chercher un petit peu, il faudrait objectiver clairement. Moi, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas qui a raison. Quand le ministre Yambon dit pour les magistrats, c'est moins 140 € de pension et que les magistrats disent on perd 30 à 40%, je ne sais pas qui a raison. Je n'ai pas les chiffres. Je n'en sais rien. Il faut objectiver. Et si c'est 30 à 40%, ben oui, là, il faut peut-être l'expliquer, c'est beaucoup. Et si c'est 140 €, peut-être que là, on est dans la notion d'épaules les plus larges et d'efforts collectifs, la part que les magistrats peuvent faire. Mais je n'ai pas la réponse. Nous n'avons pas les chiffres. Donc, je réponds à votre question, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Oui. Il y a le contexte budgétaire, bien entendu. C'est important. Les allocations de chômage, elles sont limitées. Oui, parce que j'allais dire, c'est l'autre grand volet. Voilà, elles sont limitées dans le temps. Vous avez vu qu'il y a un phasage, parce que c'est compliqué. D'abord, les plus de 20 ans. Oui, pour le NEM et tous les organismes, c'est compliqué pour tout le monde. À mettre en œuvre. Les CPS, et les entreprises aussi, peut-être. Mais quelque part, si vous prenez un peu de hauteur, est-ce que c'est pas finalement logique d'avoir un système qui est une assurance ? Le chômage, c'est ça. Hein, c'est vous avez perdu votre emploi, ben, la sécurité sociale est là et vous aide. Mais elle ne doit pas vous aider ad vitam aeternam, bien évidemment. Et donc, je pense que ça donne un message positif qu'en Belgique, le gouvernement, même rassurant, le gouvernement ne mise pas sur le chômage comme un business model en tant que tel. Et peut-être qu'on l'a fait un peu trop par le passé. Et il y a tout le travail à côté d'accompagnement, de mise au travail. Je sais que ça, c'est un sujet qui vous est cher, notamment par rapport aux métiers en pénurie. Il y a un vrai travail à mener. Vous avez raison. Et je vais faire quand même, je vais donner une petite pique au gouvernement. Je trouve qu'en termes de communication, il faudrait d'abord dire ce qui est positif. Le positif, c'est quoi ? C'est qu'on veut augmenter le taux de l'emploi. Parce que si vous avez un travail, c'est quand même aujourd'hui, n'en déplaise à certains, c'est quand même une façon de vous insérer dans la société. Un travail, c'est quand même important. Deuxièmement, donc, on doit vous accompagner. On doit vous accompagner, on doit vous conduire vers des formations, on doit essayer de tout faire pour que vous puissiez trouver un travail. Et puis après, la sanction, ben oui, elle arrive pour ceux qui jouent pas le jeu. Le problème, c'est qu'on donne un peu trop l'impression de ne parler que de sanctions et on oublie l'accompagnement, les formations. Et on a parfois aussi l'impression que ceux qui vont être touchés par la mesure vont être systématiquement, automatiquement versés au CPS ou sur des allocations. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessairement le cas. Alors, c'est pas nécessaire et c'est pas nécessairement le cas. Ouais. C'est un réel problème. Quand les syndicats nous disent ça fait 140 000 personnes qui, le 1er janvier, vont tous se retrouver au CPS, c'est une catastrophe. Ça veut dire que ni le Forum, ni Actiris, ni personne n'aura réussi à en mettre un seul au travail. Ça ne va pas. En accompagner au moins un seul pour l'autre. Donc, c'est forcément tout à fait aberrant comme raisonnement. Parlons d'abord de l'accompagnement, parlons d'abord de la formation, et puis nous parlerons des sanctions après, parce qu'il en faudra, il faut être très clair, il en faudra. Mais ce n'est vraiment pas la bonne façon d'aborder le problème, à mon sens. Alors, le ministre de l'Emploi et de l'Économie fédérale, David Clarinval, a annoncé une autre réforme importante, qui est aussi dans la déclaration de politique générale, qui concerne la flexibilisation du travail, avec toute une série de facettes. Ça aussi, c'est quelque chose sur que vous appeliez de vos voeux depuis longtemps, en fait, non ? Mais bien évidemment, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, quand on parle de flexibilité du marché du travail, les syndicats nous disent, c'est un gros mot, ça veut dire que ça va être très compliqué. Une précarisation du travail, c'est ce qu'on entend parfois. Ça veut surtout dire qu'on retourne au siècle passé, et on va faire de l'individuel. J'insiste sur ce dernier terme. On va faire de l'individuel. Dans nos PME, bien évidemment, vous avez 12 personnes. Vous avez parfois 12 contrats différents, parce que c'est la réalité. Il y en a un qui vit en couple, il y en a un qui a des enfants, il y en a un qui est séparé. Et donc, un parcours de vie n'est pas l'autre. On fait du sur-mesure. Et donc ça gêne beaucoup les syndicats qui font du collectif. Et donc aujourd'hui, quand on parle de flexibilité,
Oui, ça marche. Oui, ça doit marcher dans nos PME. Ça marche, pourquoi ? Mais parce qu'on le fait en accord entre l'employeur et le travailleur. Et que ça permet de répondre mieux aux besoins des travailleurs, c'est ça aussi ? Bien évidemment. Vous avez des travailleurs qui disent, tiens, moi je suis beaucoup plus disponible cette semaine-ci, j'ai pas les enfants. La semaine prochaine, c'est plus compliqué. On doit tenir compte de ce genre de réalité. Donc il y a une demande aussi, en fait. Il y a une demande pour travailler le soir, il y a une demande pour travailler le week-end, il y a une demande pour travailler le dimanche. Tout ça, c'est une réalité. Et donc, quand on parle de flexibilité, c'est sans doute inscrire le droit du travail, pas uniquement le marché du travail, le droit du travail dans les contingences actuelles en fonction oui, ça, des c'est souhaits. pas que le méchant employeur qui dit alors tu vas devoir travailler au four et au moulin. Quelle image qu'on laisse peut-être parfois transparaître, quoi. Vous savez, les employeurs, ils sont responsables de tout. Ils sont responsables, tous les burn-out de la Terre, c'est à cause de l'employeur. Tout ce qui ne va pas, c'est l'employeur. Et d'ailleurs, les gouvernements et l'Union européenne ont un peu compris ça aussi, puisqu'on en rajoute toujours sur le dos des employeurs. Faut arrêter. Très clairement, nous, dans nos PME, on n'en peut plus. On a une grande demande, et en plus, elle ne coûte pas cher, c'est la simplification administrative. C'est arrêter avec la paperasserie, laissez-nous faire ce qu'on fait le mieux dans la vie, c'est gérer nos entreprises. Et ça, on a vraiment besoin. On sait qu'il n'y a plus de sous. Très clairement, on ne demande pas des sous. Gardez le peu de sous que vous avez, mais donnez-nous la possibilité de développer nos entreprises. Ça veut dire quoi ? Moins de permis à demander, peut-être pas moins de permis, mais que la procédure pour obtenir le permis soit quand même franchement accélérée, très clairement. Et puis, il faut peut-être faire un peu confiance aux employeurs aussi. Faire confiance au monde économique, faire confiance aux entreprises. Et on a aujourd'hui toujours cet a priori de fraude. Ah, mais c'est de l'argent public, on doit venir contrôler, etc. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une présomption de bonne foi, clairement, et que nous ayons des administrations. Et c'est clair, ça commence à changer, ça commence à être positif. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'administration ou sur toutes les administrations. Mais qu'on ait des administrations qui soient des véritables partenaires de l'entreprise. Nous devons, en Wallonie, à Bruxelles, nous devons regarder dans la même direction et nous devons relancer nos régions et notre pays. Sur la question de simplification administrative, vous travaillez ensemble, non ? Enfin, je pense que vous êtes une force de proposition dans ce domaine-là. Alors, nous travaillons ensemble, nous sommes une force de proposition, c'est vrai, mais mon Dieu, comme le travail est compliqué. Il est compliqué pour tout le monde. On doit faire un contrôle alt-delete de la mentalité. Okay. C'est vraiment ça. C'est une culture d'entreprise, un changement de mentalité qui est absolument nécessaire. Et on doit le faire. Et on a été interrogé. La ministre Galland nous a interrogés. Nous avons donné des inputs. Nous avons dit clairement ce qu'il faut faire. Maintenant, il nous faut des quick wins. Il faut qu'on mette ça en place tout de suite. Et ça paraît aussi tout à fait fondamental. Et c'est pas si simple que ça, ou quoi ? Alors, c'est le comble de la simplification, c'est que pour y arriver, c'est pas si simple. Voilà. Il y a beaucoup de petits obstacles, et puis il y a beaucoup d'habitudes aussi. C'est ça qu'on doit changer. On doit peut-être aider les fonctionnaires à dire, écoute, ça, ok, c'est bon, a priori, c'est bon, et on avance. Voilà, ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Et aujourd'hui, les patrons nous disent, vous savez, le plus important, c'est peut-être pas qu'on diminue l'impôt, c'est peut-être pas... Je n'ai pas dit qu'il fallait les augmenter pour autant, mais c'est peut-être pas qu'on diminue l'impôt, c'est peut-être pas les subsides, on sait qu'il n'y en a plus. Mais si on a une vraie simplification administrative, avec du concret, dans un délai assez rapide, on aura tout gagné. Et ça, c'est important. Et là, parce que ça joue sur le moral, on a envie d'investir, on a envie de relancer l'activité, on a envie de se battre, de retrousser nos manches pour nos régions et pour notre pays. Ça, c'est le message que les indépendants et les PME nous portent au quotidien. Est-ce que le redressement de la Wallonie est en cours, notamment avec le gouvernement ? Mais j'ai interrogé récemment le patron de Wallonie Entreprendre qui disait, ils ont un peu changé de stratégie, il disait les clés, c'est la croissance des entreprises, l'internationalisation, et on a du travail à faire. En fait, est-ce que vous avez l'impression qu'on est bien occupé à mener ce chantier-là ? Alors oui. Sur le papier, je pense qu'on a pris les bonnes décisions. Il y a peut-être encore des choses à faire, mais sur le papier, on a pris les bonnes décisions. Augmenter le taux d'emploi, c'est important.
faire de la croissance dans nos entreprises. On compare toujours les entreprises, les PME wallonnes et les PME et bruxelloises par rapport aux PME flamandes. On a du travail, c'est vrai. Mais je pense que pour qu'on puisse y arriver, il faut qu'on puisse convaincre, on puisse attirer des gens dans nos entreprises, on puisse trouver des gens compétents, des gens formés. Et donc, c'est tout le combat contre les métiers en pénurie. Donc, il y a des actions qui sont mises en place. Chez UCM, on s'est battu. Et dans notre mémorandum, on a dit, on va se mettre à la place d'un demandeur d'emploi. Qu'est-ce qui va changer pour qu'il puisse aller travailler? Il va avoir besoin d'un véhicule, il y a des problèmes de mobilité. Oui, il faut travailler sur la mobilité. Il va falloir faire garder les enfants aussi. Il faut trouver des solutions sur les crèches. Je salue les initiatives qui sont prises aujourd'hui dans les crèches d'entreprise. C'est très compliqué. Il y a quelques années, c'était impossible. Maintenant, on voit que c'est possible. Donc, vous voyez qu'on peut y arriver. Que ça bouge, ouais. La formation, c'est aussi important. Donc, il y a tous ces éléments-là que l'on doit mettre en place. On doit aider nos entreprises à grandir. Grandir, ça veut dire sans doute exporter. Tout le monde ne doit pas exporter. Il faut quand même une certaine maturité pour pouvoir le faire. Mais à terme, on doit pouvoir travailler dans ce sens-là. Bien sûr, ça, c'est fondamental. Et donc, le gouvernement a mis en place des choses qui permettent d'aller dans ce sens-là. Je vous l'ai dit, on a besoin de quick win. On a besoin de voir du résultat le plus rapidement possible. Et malheureusement, il faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte géopolitique sur le plan mondial qui est très compliqué, avec des menaces. Vous le sentez fort, là ? Alors, c'est de la crainte. Certains sont déjà impactés. Nous avons eu une réunion avec la ministre Simonet, notre ministre de référence. Au niveau fédéral, qui a été très sensible aux problématiques des droits de douane. Donc, bien sûr, certains sont impactés, mais beaucoup de nos PME sont des sous-traitants pour des plus grandes entreprises. Et ça, c'est un élément qui est fondamental. La croissance, tout le monde doit y participer. Mais si vous avez des carnets de commandes dans les grandes entreprises qui sont réduits ou bien qui deviennent vraiment impossibles à financer vu les droits de douane, on va avoir des problèmes chez nous. Et puis en économie... Oui, et donc là, aujourd'hui, on est dans l'expectative pour un certain nombre d'entre elles. Et c'est quand même un peu négatif parce que il y a des craintes. Et vous savez qu'en économie, la crainte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais, bien entendu. Et donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a des craintes aussi. Il y a des dérives d'extrême droite. Ce sont des messages qu'on entend, c'est difficile. Et puis, vous savez, la mobilité en Belgique, c'est aussi quand même quelque chose de très, très compliqué. Beaucoup de donc ça joue aussi, enfin, je veux dire, bien sûr, ce sont des éléments qui c'est tous des éléments qui s'ajoutent les uns aux autres. Exactement. Exactement. Et si vous regardez la cybercriminalité, aujourd'hui, toutes les entreprises se disent quand est-ce que ça va nous tomber dessus, ce problème qui est arrivé au service public de Wallonie. Ouais. Donc, oui, bien sûr, il y a un gros point d'interrogation. On y croit, on est prêt à jouer le jeu, on est prêt à accepter toute une série de choses, c'est très clair, mais en même temps, il y a un point d'interrogation. Les perspectives sont difficiles. Et je termine juste sur ça, l'indexation automatique des salaires. Ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Les partenaires sociaux doivent rendre un avis pour le 31 décembre. C'est impossible, ça, non ? En tenant compte du pouvoir d'achat et en tenant compte de la compétitivité. Donc ça va être difficile, je vous l'assure, et je vous l'annonce déjà. Mais en même temps, on annonce une inflation à 5,5. Moi, mes employeurs, peut-être plus petits, moins forts, ils vont devoir supporter ça. Alors j'entends les syndicats dire oui, l'indexation automatique des salaires, ce n'est pas un vrai salaire. Peut-être, mais c'est un vrai coût pour l'employeur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, nous voulons éviter d'embarquer des employeurs dans des promesses qu'ils ne sauront pas tenir. Et ça, c'est vraiment J'ai une question naïve, mais on dit... je citais une étude dans le dossier qu'on publie dans le magazine Trends sur les grèves, qui montre que le record des grèves, en fait, est revenu sur le devant depuis 2017, qui est l'époque où on a changé la loi sur la marge salariale. La loi de 96, modifiée en 2017. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une des clés, ça, le fait qu'on redonne un peu de capacité de négocier les salaires aux partenaires sociaux tout en lissant l'indexation? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est une question naïve. Mais... Alors, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je pense que si on parle de la norme salariale, si on revoit la loi de 96 et surtout les modifications de 2017, ce qui n'est pas du tout dans notre intention. Non, c'est pas... Absolument pas demandeur de cela. Mais si on fait un pas vers ce genre de discussion,
alors il faut remettre en cause l'indexation automatique. C'est ça, mais donc les deux peuvent être liés. Et donc du coup. l'indexation automatique, alors elle devrait être négociée, elle ne serait plus automatique. C'est ça. Je pense que les syndicats seraient perdants. Et donc c'est un débat qui est compliqué. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos patrons? Ils nous disent, on voit effectivement le pouvoir d'achat qui est compliqué. On voit nos travailleurs qui tirent la langue, on voudrait pouvoir augmenter, mais il faut des compensations. C'est ce que nous avons eu sous le gouvernement précédent, puisque pendant 2 trimestres, on avait eu une réduction. Alors, ce n'était pas une annulation, mais c'était une réduction des cotisations patronales. Je pense que c'est ce genre de solution qui permet de traverser la tempête, et on risque d'avoir encore des tempêtes, bien évidemment, sur le... Justement, en faisant un petit état des lieux des secteurs que vous représentez, est-ce qu'il y a encore des signaux d'alarme? Est-ce que, je pense spontanément à l'Horeca, qui à un moment avait peut-être des difficultés, est-ce qu'il y a aujourd'hui des points d'attention sur lesquels vous dites attention, là la situation se dégrade? Alors on a une analyse par secteur, c'est vrai, mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que au sein des secteurs, il y a de fortes disparités. Et donc dans nos négociations, notamment au G10, on est demandeur d'accords beaucoup plus cadres que d'accords sectoriels, parce que les secteurs ne sont pas homogènes. Vous parlez de l'Horeca. C'est excessivement difficile aujourd'hui de vous lancer dans l'Horeca. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui le font. Il y a de la passion, bien sûr, dans ce genre de métier. C'est compliqué. Vous allez ouvrir de l'Horeca ici à Bruxelles. C'est pas facile. Il faut trouver de la main-d'œuvre. Il faut l'accessibilité aussi. Ça n'est pas facile. Vous avez le coût de l'énergie. Et puis, vous avez la paperasserie, les contrôles aussi, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de contrôle, que les choses soient bien claires. Mais donc, on en décourage quand même beaucoup. Et quand vous êtes dans l'Horeca, pour essayer de vous financer, pour aller trouver votre banquier, franchement, il faut se lever tôt, c'est très compliqué. Donc, le secteur de l'Horeca, c'est difficile, mais on a des pépites. Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Moi, j'habite à Namur. À Namur, c'était entre guillemets, un désert gastronomique dans les années 60. Aujourd'hui, il y a de très, très grandes maisons. Vous en profitez bien. Bien, voilà, bien volontiers. Il y a de très grandes... Donc, il y a des passionnés. Vous savez, on représente des passionnés, quel que soit le secteur, mais dans l'Horeca, c'est important. Vous avez le secteur du transport aussi. Oui, c'est pas évident. On cherche des chauffeurs. Alors, on peut parler des flexi-jobs. Flexi-jobs, dans le transport scolaire, ça a été la possibilité d'assurer des transports, des liaisons, etc. Flexi-job, c'est bien. On ne veut pas une société où il n'y a que des flexi-jobs, mais c'est une réponse immédiate et pragmatique à un problème qui s'avère être un peu récurrent. Donc c'est une bonne chose. Donc au niveau d'autres secteurs, vous avez les professions libérales aussi, voilà, ça dépend un peu, c'est assez fluctuant. Vous savez, des secteurs qui s'en sortent très bien, tout ce qui est chimie, pharma, etc., c'est bien, mais ils ont leurs difficultés aussi, il faut être très clair, indexation automatique des salaires, coût de l'énergie, on n'est pas à une époque où on est en train de dire certains secteurs vont appeler à l'aide concrètement. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, gardez vos sous. On n'en est pas là, je veux dire, comme on l'a vécu pendant le Covid. Mais si nous n'avons pas un nouveau Covid, bien évidemment, parce que ça, c'est vraiment le coup près, c'est demain on ferme, etc. C'est la catastrophe, bien évidemment. On n'est pas encore complètement relevé du précédent Covid. Si on évite une crise énergétique, les chefs d'entreprise nous disaient, je payais 3 000 €, je passe à 15 000 €. Qu'est-ce que j'ai mal fait de gestion pour pouvoir subir cette sanction? Et voilà, ça c'est compliqué. On a réussi à absorber cet élément. Donc voilà, on doit pouvoir être résilient. On doit intégrer aussi la durabilité. On doit intégrer tout ce qui est la transition bas carbone, etc. Ça se fait assez? Alors, ça se fait jamais assez. Mais je voudrais être très clair, les employeurs ont déjà fait du travail, certains plus que d'autres. On est encore dans une phase de sensibilisation. On doit encourager et ne pas parler de sanctions. Pas maintenant, alors peut-être un peu plus tard, mais on est encore dans l'encouragement. Le Covid nous a donné la possibilité aussi de réfléchir et de repenser nos business models. On doit pouvoir le faire et être accompagné dans ce sens-là. Et éviter ce qu'on appelle le gold plating, c'est-à-dire dire on va faire mieux que les autres. On va faire mieux que les autres. On nous impose tel niveau, nous on va faire encore pire. C'est fondamentalement à l'inverse de ce que l'Europe souhaite. Très clairement, si on a une Europe des 27 et qu'on tombe d'accord sur un texte, c'est pas pour que les 27 après prennent chacun leurs mesures particulières. Nos entreprises qui travaillent avec l'Allemagne, qui travaillent avec la France, avec les Pays-Bas, avec les pays limitrophes, bien évidemment, ne vont jamais s'y retrouver et on va perdre en compétitivité. Et donc ça, c'est un réel problème. Mais donc, nous sommes conscients, nous y travaillons.
On peut faire mieux, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus loin que d'autres, mais je pense que c'est vraiment intégré dans le business model de la grande majorité des entreprises. Alors, puis Frédéric Nist, une bonne nouvelle cette semaine, c'est que votre ministre fédéral a annoncé que le nombre d'indépendants était un record. Hein. On est passé le 1,3 million, je crois, en Belgique. Donc, ça veut dire que vous avez potentiellement... On a bien travaillé. Voilà, vous avez bien travaillé. Certains disent, oui, mais attention, ça s'apparente quand même aussi un petit peu à une freelancisation de l'économie. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se mettent à leur compte parce qu'ils doivent le faire. Est-ce que c'est ça, ou bien est-ce que vous dites, non, ça montre que l'esprit d'entreprise, il est là? Moi, je vais changer un mot dans votre phrase. C'est pas parce qu'ils doivent le faire, c'est parce qu'ils veulent le faire. Et qu'aujourd'hui, on parlait C'était mal exprimé, sans doute. On parle de modernité, on parle de parcours de vie particulier, etc. Qui peut dire, comme nos parents, nos grands-parents, j'ai commencé à travailler dans telle boîte à tel âge et j'ai été jusqu'à la pension et je n'ai jamais connu que cette boîte. C'est terminé, ça. C'est terminé. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais c'est vraiment très... Alors, on a ce qu'on appelle les carrières mixtes. On a fait un petit peu de ceci, on a fait un petit peu de cela. Et puis, je me réjouis du nombre d'indépendants qui augmente, bien sûr. Alors, il y a les indépendants à titre principal et les indépendants à titre complémentaire. C'est peut-être ceux-là que vous visez en disant une forme de freelancing où je fais une activité complémentaire parce que, je vais dire, j'ai envie. Vous allez dire parce que j'ai besoin de finir mes fins de mois, oui. Voilà. Je pense que c'est important. Et vous savez, le statut d'indépendant complémentaire, c'est le pied à l'étrier pour devenir indépendant à titre principal. Ça, c'est la belle théorie. En réalité, on constate aujourd'hui que beaucoup de gens se disent « Tiens, moi, ça m'intéresse. J'ai envie, j'ai le temps d'être indépendant complémentaire. J'ai eu un hobby que j'ai envie un peu de professionnaliser et je me lance comme indépendant complémentaire, sachant que je ne deviendrai jamais indépendant à titre principal. » Il n'y a aucun problème, hein. Soyons modernes. C'est même positif, oui. Bien sûr que c'est positif. Bien sûr que c'est positif. Donc nous sommes heureux, nous encourageons ça, bien sûr, très clairement. Et si parmi ceux qui se lancent comme indépendants complémentaires, il y en a qui veulent devenir indépendants à titre principal, qu'ils me contactent. Équilibre entre droit de grève et liberté d'entreprendre sont les maîtres mots, selon lui. Il faut aussi soutenir les réformes qui renforcent l'équité pour les indépendants. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain pour plus d'analyse. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises dans l'électrification de leurs besoins. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer intelligemment un surplus d'énergie solaire. On pense souvent que plus il y a du soleil, mieux c'est pour la production d'énergie solaire. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quand il fait très beau, surtout entre midi et 14h, l'ensemble des installations solaires de Belgique, qui représentent plusieurs milliers d'installations, injectent leur production en même temps sur le réseau. Résultat, l'offre dépasse la demande. Cela fait parfois chuter les prix d'électricité qui peuvent devenir négatifs. Et dans ce cas, il vous faudra payer pour injecter votre énergie sur le réseau. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'est de plus en plus fréquent, surtout au printemps ou en été. Mais heureusement, il existe une solution intelligente. Réduire temporairement la production de votre onduleur et ainsi votre production restera couverte et vous limiterez le surplus injecté sur le réseau. Grâce à cette modulation de puissance, on évite de surcharger le réseau et on garde la valeur de ce qu'on produit. On optimise ainsi le tout. Parce qu'au fond, chaque kilowattheure compte. Vous souhaitez en savoir davantage? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus. Ensemble, faisons la différence.